Nigo avançait sur la pointe des pieds, serrant fermement sa petite lanterne entre ses deux mains tremblantes. La flamme vacillait au rythme de ses pas hésitants et de sa respiration saccadée. Elle venait d'entrer dans une pièce sombre, glaciale et étrangement silencieuse. Depuis son enfance, sa grand-mère l'avait mise en garde contre cet endroit avec une voix grave et menaçante. « Ne t'approche jamais de cette pièce. Si tu tiens à la vie, reste loin d'elle. » Nigo referma doucement la porte derrière elle. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle craignait que le bruit ne trahisse sa présence. Elle balaya lentement la pièce du regard. L'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière ancienne, de moisissures et de larmes oubliées depuis longtemps. Des toiles d'araignées épaisses pendaient au coin comme des voiles déchirés. Les murs, fissurés et noircis par le temps, semblaient porter le poids de secrets trop lourds pour être gardés plus longtemps. Au centre de la pièce trônait un grand miroir ancien, couvert d'une couche de poussière si épaisse qu'il paraissait presque opaque. Il penchait légèrement, comme épuisé d'avoir veillé trop longtemps sur des mystères qu'il ne pouvait plus contenir. Nigo déglutit avec difficulté. Elle n'était venue ici que poussée par une force invisible, une attraction inexplicable qui l'attirait vers cet endroit depuis plusieurs nuits. Soudain, une voix faible mais terriblement familière brisa le silence. « Nigo !» Elle se figea. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Lentement, très lentement, elle pivota sur elle-même. Ce qu'elle vit lui arracha un hoquet de terreur. À l'intérieur du miroir se tenait une femme. Une femme amaigrie, épuisée, le visage marqué par une souffrance infinie. Ses cheveux étaient en désordre, ternes et emmêlés. Ses yeux, profondément enfoncés, portaient les traces de milliers de nuits passées à pleurer. Nigo faillit hurler. Elle voulut fuir, mais la femme l'appela de nouveau, d'une voix suppliante. « Non, s'il te plaît, ne pars pas. » Les jambes de Nigo tremblaient tellement qu'elle crut qu'elles allaient céder sous elle. La lanterne glissa presque de ses mains moites. Des souvenirs affluèrent brutalement. Les avertissements répétés de sa grand-mère, son ton dur, ses regards furieux chaque fois que Nigo osait poser des questions sur sa mère. Avec une infinie prudence, Nigo fit un pas vers le miroir, puis un autre. La femme plaqua ses paumes contre la surface intérieure du verre, comme si elle tentait désespérément de briser cette barrière invisible. Des larmes coulaient sur ses joues creusées. « C'est moi », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Nigo leva la lanterne plus haut. À la lueur tremblante de la flamme, elle observa attentivement le visage de la femme. Ce nez fin, ses yeux en amande, ce sourire triste même au milieu des larmes. Tout lui était douloureusement familier. Ses lèvres tremblèrent. « Maman !» chuchota-t-elle, comme si prononcer ce mot risquait de faire disparaître la vision. « Maman !» répéta-t-elle plus fort, la voix cassée par l'émotion. La femme hocha la tête à plusieurs reprises, pleurant plus forte encore. « Oui, mon bébé. C'est moi, ta maman. » Nigo sentit ses genoux fléchir. Elle s'effondra au sol, incapable de détacher son regard du miroir. « Mais, on m'a dit que tu étais morte, » sanglota-t-elle. « On m'a dit que tu étais morte quand j'étais toute petite. » La femme secoua lentement la tête. « Je ne suis pas morte, ma chérie. Je suis vivante. J'ai été vivante toutes ces années. » Elle renifla et essuya ses larmes d'un revers de main tremblant. « Oh, ma Nigo, comme tu as grandi. Je t'ai regardé grandir, depuis ici. Je t'ai vu souffrir, jour après jour. » Nigo sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Rien n'avait de sens. Sa tête tournait. Sa mère était censée être morte. Tout le monde le lui avait répété. Alors pourquoi était-elle là, prisonnière d'un miroir ? « Maman, pourquoi tu m'apparais comme ça ?» demanda Nigo d'une toute petite voix. « Est-ce que je rêve ? Est-ce que je dors ?» La femme secoua vigoureusement la tête. « Non, mon enfant. Ce n'est pas un rêve. Je ne suis pas un fantôme. » Elle se pencha plus près du verre, ses yeux brillants de larmes et de désespoir. « C'est ta grand-mère qui m'a fait ça. La mère de ton père. » Nigo écarquilla les yeux, choquée. « Elle t'a enfermée. »« Oui. » La femme ouvrit la bouche pour continuer, mais soudain, des pas lourds résonnèrent à l'extérieur de la case. Des pas lents, fermes, reconnaissables entre mille. Nigo sentit son sang se glacer. Elle connaissait ses pas. Puis la voix s'éleva. « Nigo !» C'était sa grand-mère. La femme dans le miroir étouffa un cri de terreur. « Va-t'en !» murmura-t-elle avec urgence. « Pars maintenant. Ne la laisse pas te voir ici. »
Nigo se releva précipitamment. Je reviendrai, je te le promets, souffla-t-elle. Elle sortit en courant, verrouilla la porte d'une main tremblante, puis sauta par la petite fenêtre à l'arrière de la case. Elle atterrit lourdement sur le sol humide et s'enfuit vers la case principale, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, la voix de sa grand-mère se rapprochait. « Nigo, où es-tu » La vieille femme arriva devant la porte de la pièce interdite et leva sa lanterne. La porte était fermée à clé. Ses yeux se plissèrent de suspicion. « Alors où est-elle » marmonna-t-elle. « Et où est la clé » Elle fit demi-tour et retourna vers la case principale. Nigo avait déjà eu le temps de se glisser à l'intérieur et de s'allonger sur sa natte, feignant le sommeil. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit brutalement. Sa grand-mère entra et lui donna un léger coup de pied. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'un ton tranchant. Nigo se redressa en sursaut, feignant la confusion. « J'étais allée aux toilettes » répondit-elle très vite. La vieille femme la fixa longuement, ses yeux perçants fouillant son visage à la recherche du moindre signe de mensonge. Finalement, elle grogna. « Tu n'as pas vu une clé, par hasard » Nigo secoua lentement la tête. « Non, grand-mère. » La femme sortit sans un mot de plus. Nigo se recroquevilla sur elle-même, serrant ses genoux contre sa poitrine. Son corps tremblait encore. « Était-ce vraiment maman » se demanda-t-elle. « On m'a toujours dit qu'elle était morte. » Les images de ce visage fatigué, de cette voix brisée, tournaient en boucle dans son esprit. Le sommeil la fuyait. Elle resta éveillée des heures, guettant le moindre bruit. Très tard dans la nuit, elle entendit de nouveau des pas. Plus discrets cette fois. Elle se leva doucement et jeta un œil par la fenêtre. Son cœur se serra, c'était sa grand-mère. La vieille femme portait une assiette de nourriture et une lanterne, et se dirigeait vers la vieille case. Nigo sentit la peur lui tordre les entrailles. Elle ouvrit silencieusement la porte arrière et suivit sa grand-mère, se cachant derrière les arbres et les murs. Une fois arrivée près de la case interdite, elle se posta près d'une fenêtre fissurée et observa. Sa grand-mère entra, posa l'assiette par terre devant le miroir. La femme apparut, le visage épuisé, les yeux pleins de douleur. Elle regarda la nourriture mais ne la toucha pas. « Mange si tu veux. Ou ne mange pas. Ça m'est égal » lâcha la vieille femme d'un ton glacial. La prisonnière tomba à genoux. « S'il te plaît. » supplia-t-elle. « Laisse-moi partir. Je suis fatiguée. Cela fait 20 ans que je suis ici. » Sa voix résonnait de souffrance pure. Des larmes coulaient sans discontinuer. Nigo plaqua ses deux mains sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. La grand-mère eut un petit rire sec, un son qui glaça le sang de Nigo. « Tu resteras là jusqu'à ta mort. C'est ta punition. » Puis elle tourna les talons et sortit. Nigo se cacha précipitamment. La vieille femme s'arrêta soudain, leva sa lanterne et scruta l'obscurité. « Qui est là » demanda-t-elle d'une voix coupante. Nigo retint son souffle. Après un long moment, sa grand-mère s'éloigna. Nigo courut jusqu'à sa case, se glissa à l'intérieur et s'effondra sur sa natte. Quand sa grand-mère vint vérifier plus tard, elle fit semblant de dormir. Dès que la porte se referma, Nigo ouvrit les yeux. Les larmes trempaient sa natte. Son cœur était lourd de peur, de colère et de chagrin. Tout ce qu'elle avait cru vrai était un mensonge. Sa mère était vivante, prisonnière, souffrante. Et la personne en qui elle avait le plus confiance était responsable de cette horreur. Nigo fixa le plafond, l'esprit en ébullition. Pourquoi grand-mère avait-elle fait ça? Que cherchait-elle à cacher? La femme dans le miroir avait commencé à expliquer quelque chose avant d'être interrompue. Nigo serra les poings. Quoi que ce soit, c'était important. Très important. Elle savait une chose. Elle ne pouvait plus faire semblant. Mais comment une jeune fille pauvre d'un village pouvait-elle affronter une femme qui contrôlait tout depuis des années? Tandis que la peur et le courage se livraient bataille dans son cœur, Nigo ferma lentement les yeux, consciente que son prochain geste pourrait tout changer, et la mettre en danger de mort. Le lendemain matin, une petite pluie fine tombait sur le village, enveloppant les cases d'une brume grise et froide. Le ciel semblait lourd de chagrin, comme s'il pleurait à la place de ceux qui n'osaient plus le faire. Nigo se leva avec des gestes lents, presque mécanique. Ses yeux étaient rougis, cernés de fatigue. Elle n'avait pratiquement pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les paupières, elle revoyait le visage émacié de sa mère, ses mains suppliantes contre le verre,
sa voix brisée par 20 ans de solitude. Dans la cuisine, sa grand-mère remuait déjà une marmite de bouillie de maïs. L'odeur familière, qui autrefois la réconfortait, lui donnait maintenant la nausée. Nigo s'approcha pour prendre les assiettes sales, comme tous les matins, mais ses pas étaient hésitants. Sans le vouloir, son regard glissa vers la vieille case interdite, visible à travers la petite fenêtre. Elle détourna immédiatement les yeux, comme si le bâtiment pouvait lire dans ses pensées. Sa grand-mère releva la tête et fronça les sourcils. « Pourquoi tu as cette tête de quelqu'un qui a perdu son dernier pagne ?» Nigo força un sourire fragile. « Rien, grand-mère. » La vieille femme renifla avec dédain. « Occupe-toi de tes affaires, alors. » Nigo lava les assiettes en silence, les mains tremblantes. L'eau froide éclaboussait ses avant-bras, mais elle ne sentait presque rien. À l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage. Peur, incrédulité, colère, chagrin, tout se mélangeait. Plus tard, seul dans sa petite chambre, Nigo s'assit devant son assiette de nourriture. L'arôme du poisson fumé et des feuilles de manioc était appétissant, mais sa gorge était nouée. Une larme tomba dans son plat, puis une autre. Elle repoussa l'assiette et alla se poster à la fenêtre. La vieille case était toujours là, silencieuse, innocente en apparence. Pourtant, elle savait maintenant ce qu'elle cachait. « Maman est restée ici, tout ce temps », murmura-t-elle pour elle-même. Elle m'a vu grandir, elle m'a vu pleurer, elle m'a vu avoir peur, et elle n'a rien pu faire. Une nouvelle question surgit, encore plus douloureuse. Et papa? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a accepté ça? Son père avait quitté le village depuis longtemps. Il s'était remarié en ville, avait eu d'autres enfants. Nigo avait été envoyé chez sa grand-mère, pour apprendre la vie, disait-on. Personne ne lui avait jamais demandé si elle voulait partir, si elle se sentait bien. S'il savait que maman est vivante, est-ce qu'il laisserait faire? Les questions tournaient en boucle, lui donnant mal à la tête. Elle se prit le crâne entre les mains. « À qui je peux le dire ?» chuchota-t-elle. « Qui va me croire? Qui va m'aider ?» L'après-midi venu, profitant que sa grand-mère soit occupée à trier des arachides dehors, Nigo prit une décision. Elle sortit discrètement, le cœur battant à tout rompre. Elle courut presque jusqu'à la case d'Uduak. Uduak venait de terminer ses études universitaires. Il était différent des autres jeunes du village. Il lisait beaucoup, parlait calmement, remarquait les détails. Dès qu'il ouvrit la porte et vit le visage décomposé de Nigo, il comprit qu'il se passait quelque chose de grave. Il ne posa pas de questions inutiles. Il lui prit doucement la main et l'emmena loin des regards, vers un petit sentier qui menait au champ. Ils s'assirent sous un grand manguier dont les branches formaient une sorte de toit protecteur. « Dis-moi » murmura-t-il simplement. Nigo baissa les yeux, triturant l'ourlet de sa robe. « Est-ce que, tu as déjà entendu une histoire où quelqu'un est enfermé dans un miroir ?» Uduak fronça les sourcils. « Un être humain, dans un miroir. » Elle hocha la tête. Uduak resta silencieux un instant, puis secoua la tête. « Non. Jamais. » Nigo prit une grande inspiration tremblante. « Moi, je l'ai vu. » Avant qu'elle puisse continuer, une voix forte retentit au loin. « Nigo !» C'était une jeune fille du village, envoyée par la grand-mère. « Ta grand-mère dit que tu dois rentrer tout de suite. » La panique envahit Nigo. Elle se leva d'un bond. « Je dois y aller. On parlera plus tard. » Elle partit en courant sans se retourner. Uduak resta là, inquiet, le regard perdu dans la direction où elle avait disparu. Cette nuit-là, Nigo ne ferma pas l'œil. Elle resta allongée sur sa natte, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant chaque craquement de la case. Vers minuit, elle entendit de nouveau les pas discrets de sa grand-mère. Lanterne à la main, assiette de nourriture dans l'autre, la vieille femme se dirigea vers la case interdite. Nigo attendit quelques minutes, puis se glissa dehors. Elle suivit le même chemin que la veille, ombre parmi les ombres. Arrivée près de la fenêtre, elle observa. La scène se répéta, presque identique. L'assiette posée. La mère apparut, suppliante. « S'il te plaît, ton fils est marié maintenant. Il a refait sa vie. Laisse-moi au moins voir ma fille. Laisse-moi la serrer dans mes bras. » La grand-mère resta de marbre. « Tu resteras là pour toujours. » Le mot « toujours » résonna comme un coup de massue. Nigo sentit une rage nouvelle monter en elle, plus forte que la peur. Quand sa grand-mère sortit et scruta les environs en levant sa lanterne,
Nigo se fit toute petite contre le mur. Une fois le danger écarté, elle rentra en courant et s'effondra sur sa natte, en larmes. « Maman, je ne te laisserai pas là, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je te le jure. » Quelque chose avait changé en elle cette nuit-là. La peur était toujours là, mais une détermination silencieuse, presque sauvage, commençait à grandir. Les jours suivants furent un calvaire. Nigo devint une ombre dans la maison. Elle parlait peu, mangeait à peine, dormait encore moins. Sa grand-mère remarqua son changement, mais ne dit rien. Ses yeux perçants suivaient pourtant chacun de ses mouvements. Un matin, alors que Nigo fixait son assiette sans y toucher, la vieille femme annonça. « Aujourd'hui, c'est moi qui vais au marché. » Le cœur de Nigo fit un bond. Elle baissa la tête pour cacher la lueur d'espoir qui venait d'apparaître dans ses yeux. « D'accord, » répondit-elle d'une voix neutre. Dès que sa grand-mère disparut au bout du sentier, Nigo attendit encore 5 longues minutes pour être sûre. Puis elle se précipita dans la chambre de la vieille femme. Elle fouilla partout, sous la natte, derrière les jarres, dans les vieux paniers. Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa plusieurs objets. Elle se força à respirer lentement. « Calme-toi, calme-toi. » Soudain, en glissant la main sous le lit, elle heurta une tasse en terre cuite. Quelque chose tinta. Elle la souleva. Une petite clé en métal usé. Nigo resta figé un instant, le souffle coupé. C'est elle. Elle serra la clé si fort que ses jointures blanchirent, puis elle courut vers la case interdite. La porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Le miroir était là, toujours aussi imposant, toujours aussi silencieux. « Maman » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. « Maman » plus fort. Lentement, comme une brume qui se condense, le visage de sa mère apparut. Nigo tomba à genoux, les larmes coulant déjà. « Maman !» Elles pleurèrent longtemps, les paumes jointes de part et d'autre du verre. Puis Nigo murmura. « On m'a dit que tu étais morte. »« Je sais, mon bébé. Mais je suis là. »« Est-ce que papa sait ?» La femme détourna le regard un instant, puis hocha lentement la tête. « Oui, il sait. » Nigo sentit le sol se dérober sous elle. « Il sait. » Sa mère soupira, un son infiniment triste. « Écoute-moi bien, Nigo. » Et elle commença son récit. Sa mère soupira profondément, comme si chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer lui coûtait une partie de son âme. « Écoute-moi bien, Nigo. Et garde tout ça dans ton cœur, parce que c'est dangereux. » Elle marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide, comme si elle revivait chaque seconde de ce cauchemar vieux de 20 ans. « J'étais une commerçante connue à l'époque. Je vendais des tissus de qualité, wax hollandais, basin riche, soieries venues du Mali, du Ghana, parfois même de loin, d'Inde ou de Chine. Je voyageais beaucoup. Je travaillais dur. Avec l'argent que je gagnais, j'ai construit 2 maisons en ville, j'ai acheté des terrains, j'ai payé les études de plusieurs neveux. J'étais fière. Ton père, à ce moment-là, n'avait pas d'emploi stable. Il faisait de petits commerces qui ne rapportaient presque rien. Mais nous nous aimions, et je ne voulais pas qu'il se sente diminué. Alors on a décidé ensemble de ne jamais dire à sa mère que c'était moi qui faisais vivre la famille. Pour préserver son orgueil d'homme. » La voix de la femme trembla légèrement. « Ta grand-mère, elle a toujours été obsédée par l'idée que l'homme doit être le pilier, le pourvoyeur. Quand elle a fini par découvrir la vérité, je ne sais pas comment, peut-être par des commérages, peut-être parce qu'elle a fouillé dans nos affaires, elle est devenue folle de rage. Elle disait que j'avais volé la place de son fils, que je l'avais humilié devant tout le monde, que j'avais ensorcelé sa famille. » Nigo sentit une boule grossir dans sa gorge. « Et, papa? Il a laissé faire ?» Les yeux de sa mère se remplirent de nouveau de larmes, mais cette fois c'était un mélange de tristesse et de colère contenue. « Ton père, il a choisi sa mère. Le jour où elle a prétendu être malade, il m'a convaincu de venir au village pour la voir. J'ai apporté des tissus, des médicaments, de l'argent. Quand je suis arrivée ici, j'ai compris tout de suite que c'était un piège. Elle m'a fait entrer dans cette pièce en disant qu'elle voulait me montrer un trésor de famille. Et puis, elle déglutit avec difficulté. Ils ont récité des incantations. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, des mots en langue ancienne, des poudres jetées sur le miroir, du sang de poulet peut-être. Je me suis sentie aspirer, comme si mon corps se désintégrait. Et soudain, j'étais de l'autre côté du verre. Prisonnière. Vivante, mais incapable de sortir.
Nigo plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Ils ont fait ça, pourquoi? Pour tout prendre. Mes maisons, mes comptes, mes terrains. Ils ont raconté à tout le monde que j'étais devenue folle et que j'avais disparu, ou que j'étais morte dans un accident lors d'un de mes voyages. Ton père a vendu une partie de mes biens pour rembourser des dettes imaginaires. Il s'est remarié rapidement après. Il vit bien maintenant, en ville, avec l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Nigo sentit une vague de colère brûlante monter en elle, si puissante qu'elle en trembla. Il t'a trahi. Il t'a laissé pourrir ici pendant 20 ans, pour de l'argent? Sa mère baissa les yeux. La honte et la peur peuvent transformer les gens, ma chérie. Et ta grand-mère, elle a toujours eu un pouvoir étrange. Les gens du village la craignent. On dit qu'elle connaît des choses, qu'elle parle aux esprits. Peut-être qu'elle a menacé ton père. Peut-être qu'il s'est convaincu lui-même que c'était juste. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que chaque nuit, quand elle vient déposer cette assiette, je vois dans ses yeux qu'elle ne regrette rien. Nigo serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Je vais te sortir de là, maman. Je te le jure sur ma vie. Sa mère secoua la tête avec vigueur, paniquée. Non. Écoute-moi. Ne fais rien qui te mette en danger. Ta grand-mère sentira que tu sais. Elle est capable de te faire du mal. Pire que ça. Laisse-moi ici. Un jour, peut-être que Dieu se souviendra de moi. Non. Cria presque Nigo, oubliant un instant où elle était. Je ne peux pas te laisser comme ça. 20 ans, maman. 20 ans. Elle se releva d'un bond. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Elle courut dehors, attrapa son assiette de nourriture qu'elle n'avait pas touchée ce matin-là, et revint en courant. Elle la posa devant le miroir. Tu as faim, hein? Avant même que sa mère puisse répondre, l'assiette disparut du sol et réapparut de l'autre côté du verre. La femme la saisit avec des mains tremblantes et mangea avidement, comme quelqu'un qui n'avait pas eu de vrai repas depuis des jours. Quand elle eut fini, l'assiette vide réapparut devant Nigo. Celle-ci fondit en larmes. Maintenant je sais que c'est réel, que tu es vraiment là. Elles restèrent un long moment à se regarder, à pleurer en silence, leurs mains jointes contre le verre froid. Puis Nigo murmura. Je dois parler à quelqu'un. À Uduak. Il est intelligent, il est gentil, il me croira. Sa mère hésita, terrifiée. Sois très prudente, mon bébé. Si ta grand-mère apprend que tu as la clé, si elle sent que tu prépares quelque chose. Je ferai attention. Je te le promets. Nigo essuya ses larmes du revers de la main, ramassa l'assiette vide, sortit de la pièce, referma soigneusement la porte à clé et remit la clé exactement où elle l'avait trouvée, sous la tasse en terre cuite. Elle ne rentra pas directement dans la case principale. Elle courut. Courut comme si sa vie en dépendait. Courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes tremblent. Quand elle arriva chez Uduak, elle frappa à la porte si fort qu'il ouvrit presque immédiatement, alarmé. En voyant son visage, yeux rouges, joues trempées de larmes, respiration haletante, il comprit instantanément que c'était grave. Nigo. Elle lui attrapa le bras. Il faut qu'on parle. Maintenant. Il n'hésita pas. Il la fit entrer, puis, sentant le danger, la ressortit par l'arrière et l'emmena de nouveau sous le grand manguier, loin des oreilles indiscrètes. Là, sous l'ombre protectrice des feuilles, Nigo prit une grande inspiration tremblante et lâcha enfin les mots qui la brûlaient depuis des jours. Ma mère est vivante. Elle est enfermée dans un miroir, dans la vieille case. Ma grand-mère l'a piégée là-dedans, depuis 20 ans. Uduak resta figé plusieurs secondes. Puis il murmura, la voix blanche. Tu es sûr? Nigo hocha la tête, les larmes recommençant à couler. Je l'ai vue. Je lui ai parlé. Elle m'a tout raconté. Mon père sait. Il a participé. Ils l'ont fait pour l'argent, pour tout lui prendre. Uduak se passa une main sur le visage, abasourdi. Ce n'est pas possible. C'est de la sorcellerie. C'est dangereux. Très dangereux. Il la regarda droit dans les yeux. Mais si c'est vrai, on ne peut pas la laisser là. Nigo sentit un immense soulagement l'envahir. Pour la première fois depuis des jours, elle n'était plus seule. Aide-moi, Uduak. S'il te plaît. Il hocha lentement la tête, le visage grave. On va trouver une solution. Mais il faut être malin. Très malin. Ta grand-mère n'est pas une femme ordinaire. À cet instant précis, un craquement retentit non loin d'eux.
Ils se turent instantanément. Quelqu'un approchait-il? Ils restèrent figés sous le manguier, le souffle suspendu. Le craquement s'était arrêté net, remplacé par le bruissement léger des feuilles agitées par une brise soudaine. Uduak posa un doigt sur ses lèvres et fit signe à Nigo de ne pas bouger. Ils attendirent plusieurs minutes interminables, les yeux scrutant l'obscurité entre les troncs. Personne n'apparut. Peut-être n'était-ce qu'un animal, un cabri égaré ou le vent jouant avec une branche sèche. Uduak murmura enfin. On ne peut pas rester ici. Rentrons. Demain, quand ta grand-mère ira au marché ou dormira, on reviendra ensemble voir le miroir. Je dois le voir de mes propres yeux. Nigo hocha la tête, encore tremblante. D'accord. Mais faites attention à toi aussi. Si elle nous surprend. Je sais. On sera prudent. Ils se séparèrent en silence. Nigo rentra chez elle le cœur battant, glissant par la porte arrière comme une ombre. Elle s'allongea sur sa natte et fit semblant de dormir quand sa grand-mère passa vérifier, comme elle le faisait chaque soir depuis quelques jours. La vieille femme resta un long moment sur le seuil, sa lanterne projetant une lumière jaune et inquiétante sur le visage de Nigo. Puis elle grogna quelque chose d'incompréhensible et partit. Nigo ne ferma pas l'œil de la nuit. Le lendemain, par miracle, sa grand-mère annonça qu'elle devait aller chez une voisine pour une cérémonie de condoléances. Elle partit tôt, emportant son panier et son bâton de marche. Dès qu'elle disparut au bout du sentier poussiéreux, Nigo courut prévenir Uduak. Ils se retrouvèrent près de la vieille case, essoufflés, nerveux. Nigo sortit la clé de sa poche, elle l'avait gardée sur elle toute la nuit, craignant que sa grand-mère ne la trouve. « Tu es sûr de vouloir que je voie ça ?» demanda Uduak une dernière fois. « Oui. J'ai besoin que quelqu'un d'autre sache. Que quelqu'un me dise que je ne deviens pas folle. » Elle tourna la clé. La porte grinça. Ils entrèrent. Le miroir était là, toujours penché, toujours poussiéreux. Nigo s'approcha et appela doucement. « Maman, c'est moi. J'ai amené quelqu'un. » L'image mit un peu plus de temps à se former cette fois, comme si la fatigue de la captive rendait l'apparition plus laborieuse. Quand le visage de la femme apparut enfin, elle sembla surprise de voir deux personnes. « Nigo, qui est-ce ?»« C'est Uduak. Mon ami. Il va nous aider. » Uduak s'avança lentement. Quand il vit clairement la femme, ses traits creusés, ses yeux hantés, sa maigreur effrayante, il recula d'un pas, porta une main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il fit le tour du miroir, le toucha du bout des doigts, comme pour vérifier qu'il n'était pas en train de rêver. Puis il revint devant, les larmes aux yeux. « C'est réel. C'est vraiment réel. » La mère de Nigo posa ses paumes contre le verre, suppliante. « S'il vous plaît, aidez ma fille. Ne la laissez pas risquer sa vie pour moi. » Uduak secoua la tête. « Non. On ne peut pas vous laisser comme ça. Il faut briser ce sort. » Soudain, une voix claqua comme un fouet depuis l'extérieur. « Nigo !» C'était la grand-mère. Beaucoup plus proche qu'il ne l'aurait cru. La panique les traversa comme un courant électrique. Nigo leva un doigt pour faire taire Uduak. Ils se précipitèrent hors de la pièce, refermèrent la porte à clé en tremblant, puis sautèrent par la petite fenêtre arrière. Ils atterrirent dans la poussière, se relevèrent et coururent sans se retourner, se faufilant entre les cases et les bananiers jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue. Ils s'arrêtèrent enfin derrière un vieux baobab, haletant. « Elle nous a vus ?» demanda Nigo, la voix cassée. « Je ne sais pas, mais elle sait que quelqu'un était là. Elle va surveiller encore plus. » Uduak prit une décision rapide. « Je vais aller au village voisin. Il y a un vieux guérisseur, Papa Yao. Il connaît les choses cachées. Il a aidé des gens dans des situations, comme celle-ci. Je reviens ce soir. Toi, reste discrète. Ne sors plus seule. » Nigo acquiesça, terrifié mais résolu. Uduak partit immédiatement, traversant champs et sentiers à pied. Il arriva épuisé chez le guérisseur au crépuscule. Le vieil homme, assis devant sa case sur un tabouret bas, écouta toute l'histoire sans l'interrompre, tirant sur sa pipe en terre. Quand Uduak eut fini, Papa Yao resta silencieux un long moment, puis hocha la tête lentement. « C'est un miroir-prison. Très ancien. Très puissant. La personne qui l'a lancé doit avoir du sang sur les mains et beaucoup de haine dans le cœur. Pour briser le lien, il faut casser le miroir, mais pas n'importe comment. » Il se leva, entra dans sa case et revint avec une petite fiole contenant une pommade noire et odorante.
Frotte ça sur tes paumes avant de toucher le miroir. Ça protège contre le choc en retour. Quand le verre se brise, l'âme reviendra dans le corps. Mais attention, celle qui a jeté le sort sentira immédiatement la rupture. Elle deviendra folle de rage. Et elle viendra. Uduak prit la fiole avec précaution. Merci, papa. Combien je vous dois? Le vieil homme sourit tristement. Rien. Sauf cette femme. C'est assez. Uduak repartit en courant dans la nuit. Quand il arriva près de la case de Nigo, il se posta sous sa fenêtre et murmura son nom. Elle sortit immédiatement, pieds nus, enveloppée dans un pagne. Il lui raconta tout en chuchotant. Nigo n'hésita pas une seconde. On le fait cette nuit. Pendant qu'elle dort. Ils attendirent que la lune soit haute. Puis Nigo se glissa dans la chambre de sa grand-mère. Avec des gestes lents et précis, elle ferma la porte de l'extérieur et mit la barre. La vieille femme dormait profondément ou faisait semblant. Ils coururent ensuite jusqu'à la vieille case, ouvrirent la porte, entrèrent dans la pièce interdite. Le miroir attendait, sinistre dans la pénombre. Uduak sortit la fiole, s'enduisit abondamment les paumes. L'odeur était forte, presque suffocante, mélange d'herbes amères et de résine brûlée. Il posa ses mains sur le verre froid. Rien ne se passa d'abord. Puis il poussa. Le miroir vacilla. Il poussa plus fort. Un craquement sinistre retentit. Et le miroir bascula en avant. Il s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. Des éclats de verre volèrent partout. Pendant une fraction de seconde, le silence fut total. Puis une forme humaine glissa hors des débris, comme aspirée hors d'un cauchemar. La femme tomba à genoux, faible, tremblante, mais réelle. Vivante. Nigo hurla. « Maman !» Elle se jeta sur elle, l'enlaça de toutes ses forces. Elles pleurèrent, se serrèrent, se touchèrent enfin après 20 ans de séparation. Uduak resta en retrait, les larmes aux yeux, murmurant des prières de gratitude. Ils ne restèrent pas longtemps. La peur les talonnait. Ils aidèrent la mère à se relever, elle pouvait à peine marcher, et sortir en hâte de la case. L'air de la nuit leur parut soudain plus léger, plus pur. Ils fuirent vers la route principale, trouvèrent un bus de nuit qui partait vers la ville. Uduak leur donna tout l'argent qu'il avait sur lui. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous permettra d'arriver. Nigo serra ses mains dans les siennes. Je ne t'oublierai jamais. Jamais. La mère embrassa Uduak sur le front. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Le bus démarra dans un nuage de poussière. Nigo regarda par la fenêtre jusqu'à ce qu'Uduak ne soit plus qu'un point minuscule dans la nuit. Elles étaient libres. Le bus cahotait sur la route défoncée, emportant Nigo et sa mère loin du village endormi. À l'intérieur, l'air était chargé d'odeurs de diesel, de sueur et de fatigue. Nigo serrait la main de sa mère comme si elle risquait de disparaître à nouveau. La femme, encore faible, appuyait sa tête contre la vitre froide, les yeux mi-clos. Pour la première fois depuis 20 ans, elle respirait l'air libre, sentait le vent sur sa peau, entendait les bruits du monde extérieur sans barrière de verre. Elles arrivèrent en ville aux premières lueurs de l'aube. Les rues s'éveillaient doucement, des marchands installaient leurs étals, des motos klaxonnaient, des enfants couraient vers l'école. La mère de Nigo ferma les yeux et inspira profondément. « Je me souviens encore de la maison de ma famille. » murmura-t-elle. Elles prirent un taxi brinque-ballant et se firent conduire jusqu'à un quartier résidentiel calme, aux grandes maisons entourées de murs hauts et de grilles en fer forgé. Devant une villa imposante aux volets bleus, elles descendirent. La mère avança en tremblant, soutenue par Nigo. Elles frappèrent à la porte. Un gardien en uniforme ouvrit, les regarda de haut en bas avec suspicion. « Qui demandez-vous » La mère prononça un nom, celui de sa sœur aînée. Le gardien disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, une femme d'une 50aine d'années apparut, encore en robe de chambre, les cheveux en désordre. Quand elle vit sa sœur cadette, elle porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés. « C'est toi ? Mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Elle se précipita dehors, enlaça sa sœur avec une force désespérée, pleurant sans retenue. « Où étais-tu passée ? On t'a cherché partout. On a cru que tu étais morte. On a fait des recherches, des prières, des offrandes. » La mère de Nigo sanglota contre son épaule. « C'est une longue histoire. Mais je suis là maintenant. Et voici ma fille. Nigo. » La tante se tourna vers l'adolescente, la serra contre elle aussi,
les larmes coulant sur ses joues. Ma nièce. Oh mon Dieu, regarde comme tu ressembles à ta mère. Ce même matin, accompagnée de 2 officiers de police et de la tante, elles se rendirent à la maison du père de Nigo, dans un quartier plus cossu. Quand la porte s'ouvrit et qu'il vit sa première épouse debout dans son salon, il blêmit. Ses jambes fléchirent. Il tomba à genoux. Comment as-tu ? La mère le fixa avec un mélange de douleur et de mépris glacial. Tu sais très bien comment. Tu as participé. Tu as laissé ta mère me voler ma vie, ma liberté, mon argent, pendant que tu vivais confortablement avec ce que j'avais gagné. Il tenta de se justifier, la voix tremblante. C'était elle, c'était ma mère qui, j'avais peur. Arrête, coupa-t-elle sèchement. Tu as choisi. Tu as choisi l'argent plutôt que ta femme et ta fille. Elle se tourna vers les officiers. Emmenez-le. Il fut menotté sous les regards horrifiés de sa nouvelle épouse et de ses enfants. La maison fut vidée de ses occupants. Tout ce qui avait été acheté avec l'argent de la mère revint légitimement à elle. Quelques jours plus tard, une nouvelle se répandit dans le village. La grand-mère avait été retrouvée morte dans sa chambre, seule, le visage figé dans une expression de terreur absolue. On parla de crise cardiaque, mais certains chuchotaient que les esprits étaient venus réclamer leur dû. Nigo, quand elle l'apprit, ressentit un mélange complexe d'émotions. Tristesse pour l'être humain qu'elle avait été, soulagement que le cauchemar soit terminé, et une paix profonde. Elle ne célébra pas. Elle se contenta de respirer plus librement. Sa mère retrouva peu à peu ses forces. Elles s'installèrent dans l'une des maisons qu'elle avait construites autrefois, une belle villa avec un jardin fleuri et une grande véranda. Nigo commença l'école, le sourire revenant timidement sur ses lèvres. Sa mère relança son commerce de tissus, plus déterminée que jamais, récupérant ce qui lui avait été volé et construisant même davantage. Un jour, elle envoya un message à Uduak. « Viens en ville. Nous avons besoin de toi. » Quand il arriva, les yeux écarquillés devant les immeubles, les voitures, la vie trépidante, la mère de Nigo le serra dans ses bras. « Tu as sauvé ma vie, mon fils. Tu as cru en ma fille quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Elle lui proposa un poste, assistant personnel pour gérer ses affaires grandissantes. Uduak accepta, travailla dur, apprit, grandit. Les années passèrent. Nigo termina ses études avec mention. Elle devint une jeune femme confiante, lumineuse. Uduak, devenu un homme responsable et respecté, ne l'avait jamais quitté des yeux. Un jour, sous un ciel d'un bleu éclatant, ils se marièrent dans une grande cérémonie. La cour était remplie de fleurs, de rires, de musique. La mère de Nigo, rayonnante dans un boubou brodé d'or, versa des larmes de joie en les voyant échanger leurs alliances. La petite fille qui avait tremblé de peur dans une case sombre tenait maintenant la main de l'homme qui avait cru en elle quand le monde entier semblait contre elle. L'histoire de Nigo se transmit doucement dans les villages et les villes. On racontait que le pouvoir mal utilisé finit toujours par détruire son détenteur. Que l'avidité peut aveugler même les liens du sang et pousser aux pires actes. Mais que le courage, la vérité et la bonté, même quand ils paraissent faibles, ont le pouvoir de briser les chaînes les plus solides. Nigo avait choisi de parler. Uduak avait choisi d'aider, malgré le danger. Et ensemble, ils avaient fait triompher la lumière. Peu importe combien de temps le mal se cache dans l'ombre, un jour ou l'autre, la vérité finit par éclater. La gentillesse et le courage peuvent sembler petits face à la cruauté, mais ils sont immensément puissants. Quand on se dresse pour ce qui est juste, même la peur finit par s'écarter et laisser passer la justice. Et toi, Gloire, qui trouves-tu le plus méchant dans cette histoire, le père ou la grand-mère ? Laisse ton avis en commentaire si tu veux. C'est la fin de Nevin Histoire, merci d'avoir suivi jusqu'au bout.